Section 26 de Ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 37 Nous arrivâmes à Cincinnati sains et saufs. Nous donnions 3 représentations et repartions pour la Nouvelle-Orléans. Enfin, nous allons avoir du soleil. Nous allons réchauffer nos pauvres membres endoloris par 3 mois de froid mortel. Nous allons respirer les fenêtres ouvertes de l'air pur, au lieu de la suffocante et anémiante chaleur du steam. Je m'endors, et les rêves tièdes et parfumés viennent bercer mon sommeil. Un coup frappé à la porte m'éveille en sursaut, et mon chien, les oreilles dressées, flaire sous la porte, mais il ne grogne pas, il n'aboie pas, donc c'est quelqu'un des nôtres. J'ouvre, et j'arrête, suivi d'Abbé, me fait signe de la main de ne pas parler. Chut, chut! Il entre sur la pointe des pieds et referme la porte. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, me dit Jarrette, les pluies incessantes depuis 12 jours ont fait monter l'eau à une telle hauteur que le pont de bateaux qui traverse la baie de Saint-Louis, ce qui doit permettre à notre train de nous mettre à la Nouvelle-Orléans dans 1 ou 2 heures, risque de s'effondrer sous la poussée furieuse de l'eau. Vous entendez la tempête de vent qui vient de s'élever. Si nous retournons en arrière, nous en avons pour 3 ou 4 jours. Je bondis. Comment? 3 ou 4 jours? Il va falloir retourner dans les neiges? Ah non, non, du soleil, du soleil. Mais pourquoi ne peut-on pas passer? Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien voici, le chauffeur est là. Il pense qu'il peut encore passer, mais il vient de se marier. Il veut bien tenter le passage à la condition que vous donniez $2500, 12 500 francs, qu'il va de suite envoyer à Mobile où demeurent son père et sa femme. Si nous arrivons de l'autre côté, il nous rendra cet argent. Sinon, il reste acquis à sa famille. J'avoue que j'étais stupéfaite d'admiration pour ce brave homme. Sa folie m'exalta et je m'écriai « Oui, oui, donnez-lui les 12 500 francs et passons ». J'ai déjà dit que je voyageais généralement en train spécial. Mon train ne se composait donc que de 3 voitures et de la machine. Je ne doutais pas un seul instant de la réussite de cette criminelle folie et je ne prévins personne si ce n'est ma sœur, ma chère Guérard, mon fidèle ménage, Claude et Félicie. Le comédien Angelo, qui couchait dans la cabine de Jarrette pendant ce voyage, sut de suite ce qu'il en était, mais il était brave et avait foi dans mon étoile. L'argent fut remis au chauffeur mécanicien qui l'envoya séance tenante à Mobile. J'eus seulement, au moment de partir, la vision de la responsabilité que je prenais, car je risquais, sans leur consentement, la vie de 32 personnes. Mais il était trop tard, le train lancé avec une effroyable vitesse s'était engagé sur le pont de bateau. Je m'étais assise sur la passerelle. Le pont ployait et se balançait tel un hamac sous l'effort vertigineux de notre course. Quand nous fûmes à moitié du pont, il s'enfonça si profondément que ma sœur me prit le bras et murmura tout bas « Sœur, nous nous noyons, ça y est ?» Et elle ferma les yeux, cramponnée, nerveuse, mais brave. Je crus en effet, comme elle, que la minute suprême était venue. Et chose abominable, je ne pensais pas une seconde à ceux qui étaient pleins de confiance et de vie, et que je sacrifiais, que je tuais. Je ne pensais qu'à une jeune tête chérie qui allait pleurer. Et dire que nous logeons en nous notre plus terrible ennemi, la pensée, laquelle est sans cesse en contradiction avec nos actes, laquelle se dresse parfois terrible, perfide, méchante, et que nous essayons de chasser sans y réussir. Nous ne lui obéissons pas toujours, grâce à Dieu, mais elle nous poursuit, nous lancine, nous fait souffrir. Que de fois les plus mauvaises pensées nous assaillent, et quel combat il faut livrer contre ces filles de notre cerveau. La colère, l'ambition, la vengeance font naître les plus détestables pensées, dont on rougit comme d'une tare, qui ne sont pas nôtres, car nous ne les avons pas appelées, mais qui souillent quand même, et qui nous laissent désespérer de n'être pas seuls maîtres de notre âme, de notre cœur, de notre corps et de notre cerveau. Ma dernière minute n'était pas inscrite pour ce jour-là dans le livre du destin. Le train se redressa, et moitié bondissant, moitié roulant, nous arrivions sur l'autre rive. Derrière nous un fracas effroyable, une colonne d'eau qui retombe en gerbes bruyantes. Le pont s'était écroulé. Pendant plus de 8 jours, les trains venant de l'Est et du Nord ne purent pénétrer dans la ville.
Je laissai à ce brave mécanicien ses 12 500 francs, mais je n'avais pas la conscience tranquille. Et pendant longtemps, mes nuits furent troublées par les plus affreux cauchemars. Quand un ou une artiste me parlait de son bébé, de sa mère, de son mari, qu'il serait si doux de retrouver, je me sentais pâlir, et une profonde émotion m'angoissait. Je me sentais une pitié profonde pour le moi que j'étais. En descendant du train, j'étais plus morte que vivante d'émotions rétrospectives. Je dus subir la députation si aimable mais si fatigante de mes compatriotes. Puis, chargé de fleurs, je montai dans la voiture qui devait me conduire à l'hôtel. Les routes étaient des rivières et nous étions sur la hauteur. Le bas de la ville, nous dit le cocher en français de Marseille, le bas de la ville est inondé jusqu'en haut des maisons. Les nègres sont noyés par centaines. Ah, bagasse, s'écria-t-il en fouettant les chevaux. Les hôtels, à cette époque, étaient infâmes à la Nouvelle-Orléans. Sales, inconfortables, noirs de cancrelat, et aussitôt les bougies allumées, les chambres se remplissaient de grosses barattes qui bourdonnaient et nous tombaient sur les épaules, s'empêtrant dans les cheveux. Oh, j'en frémis encore. Il y avait en même temps que notre compagnie une troupe d'opéra, dont l'étoile était une charmante femme, Émilie Ambre, qui faillit un instant devenir reine de Hollande. Le pays était pauvre, comme tous les pays d'Amérique où les Français se trouvaient prépondérants. Ah, nous ne sommes guère colonisateurs. L'opéra fit de très mauvaises affaires et nous n'en fîmes pas d'excellentes. 6 représentations suffisaient dans cette ville, nous en donnâmes 8. Néanmoins mon séjour me plut infiniment. Il se dégageait de la ville un charme infini. Tous ces gens si différents, nègres et blancs, avaient le visage rieur. Toutes les femmes avaient de la grâce. Les boutiques étaient attractives par la gaieté de leurs devantures. Les marchands en plein vent sous les arcades s'interpellaient par de joyeuses saillies, et cependant le soleil ne se montra pas une fois, mais ces gens portaient en eux le soleil. Je ne pouvais comprendre pourquoi on ne se servait pas de bateau. Les chevaux avaient de l'eau jusqu'aux jarrets, et il eût été impossible même de monter en voiture si les trottoirs n'étaient hauts d'1 mètre et quelquefois plus. Les inondations étant aussi fréquentes que les années, on n'a pas songé à y remédier en endiguant le fleuve ou bras de mer, mais on a facilité la circulation par des trottoirs élevés et de petits ponts volants. Les enfants noirs s'amusaient à pêcher des écrevisses dans les ruisseaux. D'où venaient-elles? Et ils les vendaient aux passants. Parfois, on voyait filer toute une famille de serpents d'eau. Ils filaient la tête haute et le corps ondulant, semblables à de longs saphirs étoilés. Je descendis vers le bas de la ville. Le spectacle était navrant. Toutes les bicoques des Noirs étaient effondrées dans les eaux bourbeuses. Ils étaient là par centaines, accroupis sur les épaves mouvantes, la fièvre aux yeux, leurs dents blanches claquant la faim. À droite, à gauche, partout, des cadavres au ventre ballonné flottaient, heurtés par des pilotis de bois. Il y avait beaucoup de dames distribuant des vivres, essayant d'entraîner ces malheureux. Non, ils voulaient rester là. Ils disaient lentement, avec un sourire béat, « L'eau s'en allait, maison trouvée, moi refaire. » Et les femmes dodelinaient de la tête en signe d'assentiment. Quelques alligators s'étaient avancés, portés par les flots, et 2 enfants avaient disparu. Un gosse de 14 ans venait d'être transporté à l'hôpital, le pied coupé, net, à la hauteur de la cheville, par un de ces monstres. La famille hurlait de fureur. Elle voulait garder le petit. Le rebouteux nègre prétendait qu'il l'aurait guéri en 2 jours et que les rebouteux blancs, lisez médecins, le laisseraient 1 mois au lit. Je quittai cette ville avec un regret, car elle ne ressemblait à aucune autre ville visitée jusqu'alors. On était vraiment surpris de se retrouver au complet tant on avait couru, se racontait-on, de dangers divers. Seul le coiffeur, un nommé Ibé, ne retrouvait pas son équilibre, ayant été à moitié fou de peur le second jour de notre arrivée. Il dormait généralement au théâtre, dans sa malle à perruque. Pour étrange que cela paraisse, c'en n'est pas moins exact. La première nuit, tout fut comme à l'ordinaire, mais il réveilla le quartier par ses cris la seconde nuit. Le malheureux était profondément endormi quand il s'éveilla, sentant son matelas suspendu au-dessus des perruques, soulevé par des poussées incompréhensibles. Il crut qu'un chat ou un chien s'était introduit dans sa malle, et il souleva le faible rempart.
2 serpents se disputaient, ou s'aimaient, il ne put le dire. 2 serpents de taille suffisamment imposante pour terrifier les personnes attirées par les cris du pauvre Figaro. Il était fort pâle encore quand je le vis monter sur le bateau qui devait nous conduire à notre train. Je l'appelai, le priai de me raconter l'odyssée de sa terrible nuit, et me montrant dans le cours de son récit sa lourde jambe. Ils étaient gros comme ça, madame, oui, comme ça. Il grelottait de peur au rappel de l'effroyable grosseur des reptiles. Je pensais qu'ils étaient gros comme le quart de sa jambe, ce qui suffisait encore à justifier son effroi, car cela n'étaient pas d'inoffensifs serpents d'eau qui mordent par méchanceté, mais sont sans venin. Nous arrivâmes à Mobile assez tard dans la journée. Nous avions déjà stoppé dans cette ville en nous rendant à New Orleans, et j'avais eu une véritable crise de nerfs provoquée par le sans-gêne des habitants qui, malgré l'heure de la nuit avancée, m'avaient délégué une députation. J'étais morte de fatigue et commençais à m'endormir dans mon lit du car. Je refusais donc, avec énergie, de voir qui que ce soit. Mais ces gens frappaient à mes carreaux, chantaient autour de mon wagon, enfin m'exaspéraient. J'ouvris violemment une des fenêtres et je leur jetai un pot d'eau à la tête. Femmes et hommes, parmi lesquels des journalistes, furent inondés, et grande fut leur fureur. Je revenais donc dans cette ville précédée de cette histoire enjolivée à leur profit par les reporters arrosés. Mais il y avait en revanche ceux plus courtois qui avaient refusé d'aller déranger une dame à une heure indue de la nuit. Cela pullulait et me défendait. C'est donc dans cette atmosphère de bataille que je me présentais au public de Mobile. Je voulais cependant justifier la bonne opinion de mes défenseurs et confondre mes détracteurs. Oui, mais le gnome était là, qui en avait décidé autrement. Mobile était une ville généralement très dédaignée des impresarios. Il n'y a qu'un théâtre. Il était loué par le tragédien Barrett, qui devait faire son apparition 6 jours après moi. Il ne restait donc qu'une misérable salle si petite que je ne connais rien à lui comparer. Nous jouions la dame aux camélias. Au moment où Marguerite Gauthier donne l'ordre de servir le souper, les domestiques, apportant la table servie, essayèrent de la faire entrer par la porte, mais cela fut impossible. Rien n'était plus comique que de voir ces malheureux essayant dans tous les sens. Le public riait, et parmi les rires des spectateurs, il en fut un qui gagna tout le monde. Un nègre de 12 ou 15 ans qui s'était introduit malgré tout était debout sur une chaise et les 2 mains tenant ses genoux, le corps courbé, la tête en avant, la bouche ouverte, il riait d'un rire si grêle et si strident et d'une continuité si égale que le fou rire me gagna. Je dus sortir pendant qu'on démontait le fond du décor pour faire entrer la table. Je revins un peu calmé, mais encore sous la pression d'un rire étouffé. Nous nous étions assis autour de la table et le souper s'acheva comme d'habitude. Mais, au moment où les domestiques entraient pour enlever la table, l'un d'eux accrocha le décor mal rajusté par les machinistes pressés et tout le fond nous tomba sur la tête. Et comme à cette époque les décors étaient presque tous faits en papier, nous fûmes non coiffés mais collerettés par le décor et nous dûmes rester ainsi sans bouger. Nos têtes ayant crevé le papier, nous avions l'aspect le plus comique et le plus ridicule. Le rire du jeune nègre reprit, plus strident, et cette fois mon rire étouffé finit par une crise qui se termina par un épuisement me laissant sans force. La recette fut rendue au public, elle dépassait 15 000 francs. Cette ville m'était fatale, et elle faillit l'être vraiment dans la 3e visite que je lui fis et que je narrerai dans le 2nd volume de ses mémoires. Nous quittions Mobile la nuit même pour nous rendre à Atlanta, où, après avoir joué la dame aux camélias, nous repartîmes le soir même pour Nashville. Nous nous arrêtons ensuite une journée entière à Memphis, et nous y donnons 2 représentations, puis nous repartons à 1 heure du matin pour Louisville. Dans le trajet de Memphis à Louisville, nous fûmes réveillés par un bruit de lutte, par des jurons et des cris. J'ouvris la porte de ma chambre roulante et je reconnus les voix. Jarrett sortait au même moment. Nous nous rendîmes alors vers le bruit. C'était sur la plate-forme où les 2 combattants, le capitaine Aîné et Marcus Meyer, se battaient, revolver au poing. Marcus Meyer avait l'œil hors de son orbite et le sang couvrait le visage du capitaine. Je me jetai sans réflexion entre les 2 fous
qui, voyant une femme, s'arrêtèrent avec cette courtoisie brutale mais très attendrissante des Américains du Nord. Nous commencions la tournée vertigineuse des petites villes, arrivant à 3, à 4, quelquefois à 6 heures du soir, pour repartir de suite après le spectacle. Je ne quittais mon car que pour aller au théâtre, et je rentrais aussitôt après me coucher dans mon élégante mais minuscule petite chambre. Je dors très bien en chemin de fer, et j'éprouvais un immense plaisir à filer ainsi d'une course folle. Assise en dehors, sur la petite plateforme, ou plutôt étendue dans un rocking-chair, je vois se dérouler devant moi le spectacle toujours changeant des plaines, des forêts américaines. Nous brûlons ainsi Louisville, Cincinnati pour la seconde fois, Columbus, Dayton, Indianapolis, Saint-Joseph, où la bière est la meilleure du monde entier, et où, forcé de descendre à l'hôtel pour cause de réparation à une roue de ma voiture, je fus enlevé dans le couloir qui conduisait à ma chambre par un danseur ivre qui prenait part à un grand bal donné dans l'hôtel. Cette brute me cueillit au moment où je sortais de l'ascenseur, et il m'entraîna avec des cris de fauve ayant trouvé une proie après 5 jours de jeûne forcé. Mon chien, devenu fou de m'entendre crier, le mordait sérieusement aux jambes, et cela excitait l'ivrogne jusqu'à la folie. On eut grand-peine à me délivrer des pattes de cet énergumène. On me servit à souper. Quel souper! Heureusement que la bière, fine, légère et blonde, me permettait d'avaler les horreurs servies. Le bal continua toute la nuit, agrémenté de coups de revolver. Nous repartîmes pour Leavenworth, Quincy, Springfield, mais pas celui du Massachusetts, celui de l'Illinois. Pendant le trajet qui devait nous conduire de Springfield à Chicago, nous fûmes arrêtés par la neige au milieu de la nuit. Les plaintes aiguës et profondes de la locomotive m'avaient éveillé déjà depuis quelque temps. J'appelai mon fidèle Claude et j'appris que nous devions stopper et attendre des secours. Aidé de ma Félicie, je m'habillai en toute vitesse et voulus descendre. Mais impossible, la neige arrivait à hauteur de la plateforme. Je restais enveloppé de fourrure à regarder cette nuit magnifique. Le ciel était dur, implacable, sans une étoile, mais quand même translucide. Les feux s'étendaient à perte de vue sur les rails devant moi, car je m'étais réfugié sur la plateforme en queue. Ces feux devaient prévenir les trains arrivant derrière nous. Il en vint 4 qui s'arrêtaient au premier pétard éclatant sous leurs roues et marchaient lentement jusqu'au premier feu où un homme posté expliquait l'incident. Immédiatement, on allumait pour le train qui suivait les mêmes feux aussi loin que possible, et un homme devançait les feux, plaçant des pétards sur les rails, et ainsi faisait chaque train arrivant. Nous étions bloqués. J'eus l'idée de faire allumer les feux de la cuisine, et j'obtins ainsi de l'eau bouillante en quantité suffisante pour faire fondre une première couche de neige du côté où je voulais descendre. Ceci fait, Claude et les nègres descendirent et déblayèrent tant bien que mal une petite partie. Je pus enfin descendre à mon tour et je m'efforçai d'écarter la neige. Nous finîmes, ma sœur et moi, par nous jeter des boules de neige, et ce fut une guerre générale. Abbé, Jarrette, le secrétaire et quelques artistes s'étaient joints à nous, et nous fûmes réchauffés par cette petite bataille à boulets blancs. L'aube se levant, nous trouva tirant des coups de revolver et de colt sur une cible faite avec une caisse de champagne. Enfin, un bruit lointain très assourdi par l'ouate de la neige nous fit comprendre qu'on venait à notre secours. En effet, arrivaient à toute vapeur dans le sens inverse 2 locomotives chargées d'hommes, de pioches, de crocs, de pelles. Elles durent arrêter leur vitesse en approchant à 1 kilomètre de nous et les hommes descendirent dépliant la route devant elles. Enfin, elles réussirent à nous rejoindre, mais nous dûmes faire route en arrière et prendre le chemin de l'ouest. Les malheureux artistes qui pensaient déjeuner à Chicago, où nous devions arrêter à 11 heures, se lamentaient, car nous ne devions arriver avec ce nouvel itinéraire forcé qu'à 1h30 à Milwaukee, où nous jouions en matinée à 2 heures la dame aux camélias. Je fis donc faire un déjeuner aussi potable que possible, et mes serviteurs nègres le portèrent à ma compagnie, qui s'en montra très reconnaissante. La représentation ne commença qu'à 3 heures et se termina à 6h30 pour recommencer à 8 heures avec Froufrou. Nous repartions de suite après le spectacle pour les Grands Rapides
Détroit, Cleveland et Pittsburgh, où je devais retrouver un Américain de mes amis qui allait m'aider à réaliser un de mes rêves, du moins je le croyais. Mon ami possédait, en association avec son frère, une grande aciérie et plusieurs puits de pétrole. Je l'avais connu à Paris et retrouvé à New York, où il s'était engagé à me conduire à Buffalo pour me faire visiter, ou plutôt m'initier, aux chutes du Niagara, pour lesquelles il avait une passion d'amant. Il partait comme un fou au moment où on s'y attendait le moins et allait se reposer au bord des chutes du Niagara. Le bruit assourdissant des cataractes lui semblait une musique en comparaison du bruit dur, martelé et strident des forges battant le fer. Et la limpidité des cascades argentées reposait ses yeux, rafraîchissait ses poumons saturés de pétrole et de fumée. L'américaine de mon ami, attelée de 2 trotteurs magnifiques, m'emporta dans un vertigineux tourbillon de boue nous éclaboussant et de neige nous aveuglant. Il avait plu depuis 8 jours et Pittsburgh n'était pas en 1881 ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle était quand même une ville émotionnante par son génie commercial. La boue coulait noire dans les rues et partout dans le ciel se dressaient des panaches de fumée opaque, noire, grasse, mais tout cela avait de la grandeur, car partout le travail était maître. Les trains traversaient les rues, chargés de tonneaux de pétrole, ou bourrés jusqu'aux fêtes de charbon et de houille. Le magnifique fleuve, l'Ohio, entraînait des steamers, des gabarres et des cargaisons de madriers attachés les uns aux autres et formant d'énormes radeaux qui descendent seuls le fleuve et seront arrêtés au passage par le propriétaire auquel ils sont destinés. Les bois sont marqués et personne du reste ne songe à les prendre. On m'affirme que les transports de bois ne se font plus ainsi. C'est dommage. La voiture nous emportait à travers les rues, les places, au milieu des chemins de fer, sous l'énervante trépidation des fils électriques qui sillonnaient le ciel. Nous nous engageons sur un pont qui se balance sous le léger poids de l'américaine. C'est un pont suspendu. Enfin, nous nous arrêtons. Nous voici chez mon ami. Il me présente à son frère, un charmant homme, froid, correct, et si peu bavard que je m'en étonne. Mon pauvre frère est sourd, me dit mon compagnon, et moi qui depuis 5 minutes m'évertue de ma voix la plus douce. Je regarde ce pauvre milliardaire qui vit dans le bruit le plus excentrique et n'entend même pas l'écho lointain de l'infernal tapage. Il n'entend rien, rien, rien. Faut-il l'envier ou le plaindre? Ils me firent visiter les fours incandescents, les cuves en ébullition. Ils me conduisirent dans une salle où refroidissaient des disques d'acier ressemblant à des soleils couchants. Leur chaleur me brûle les poumons, il me semble que mes cheveux vont prendre feu. Nous traversons une longue rue étroite dans laquelle vont en sens contraire des petits trains, les uns chargés de métaux bruts, les autres de métaux incandescents qui irisent l'air sous leur passage. Nous marchons en file indienne dans l'étroit chemin réservé aux piétons entre les rails. Je suis très peu rassuré, le cœur me bat. Souffleté en sens inverse par le vent des 2 trains qui se croisent, je serre étroitement mes jupes pour ne pas être accroché. Juché sur mes hauts talons, je crains à chaque pas de glisser sur ce petit pavé gras et charbonneux. Enfin, je passe un très mauvais moment. Ce fut avec joie que je quittai cette interminable rue qui aboutissait à un énorme champ s'étendant à perte de vue. Là gisaient partout des rails que des hommes polissaient, limaient, etc. Mais j'en avais assez, je demandai à me reposer, et nous fûmes tous 3 vers la maison d'habitation. Des valets en grande tenue ouvraient les portes, prenant nos fourrures, marchant sur la pointe des pieds, partout le silence. Pourquoi? C'était incompréhensible. Le frère de mon ami parlait à peine et si bas qu'il était difficile de le comprendre. Et je remarquai que lorsque nous lui faisions une question en mimant et qu'il nous fallait tendre l'oreille pour entendre la réponse, je remarquai qu'un imperceptible sourire éclairait son visage de pierre. Je compris un instant après que cet homme avait en haine l'humanité et qu'il se vengeait à sa façon de son infirmité. Un lunch avait été préparé dans la serre d'hiver, un coin magique de verdure et de fleurs. Nous n'avions pas pris place autour de la table que le chant de 1000 oiseaux éclatait en fanfare, et partout,
sous les larges feuilles, d'invisibles réseaux tenaient prisonniers des familles de canaris. Il y en avait en l'air, en bas, sous ma chaise, au-dessus de la table, derrière moi, partout. Je voulus dominer ce tapage aigu, je secouai ma serviette, je parlais fort, mais la jante plumée se mit à chanter à tue-tête. Et je vis le sourd qui, la figure illuminée, le corps renversé dans son rocking-chair, éclatait d'un rire méchant et rancunier. À ce moment où la colère allait me dominer, une grande indulgence me prit pour cet homme dont la vengeance me parut aussi attendrissante que puérile. Prenant bravement mon parti de la méchanceté de mon hôte et aidé de son frère, je transportai mon thé dans le hall qui se trouvait à l'autre bout de la serre. J'étais morte de fatigue. Et quand mon ami me proposa d'aller visiter ces puits de pétrole qui se trouvaient à quelques lieues de la ville, je le regardai d'un air effaré et si désespéré qu'il s'excusa avec une élégante bienveillance. Il était 5 heures, la nuit était venue, je voulus retourner à l'hôtel. Mon hôte me demanda la permission de me ramener par les coteaux. La route était plus longue, mais je pourrais ainsi apercevoir Pittsburgh à vol d'oiseau, et cela, disait-il, en valait la peine. Nous remontâmes dans l'américaine attelée de chevaux frais, et j'eus quelques minutes après la folie du rêve. Il était Pluton, dieu des enfers, et moi Proserpine, et nous traversions notre empire au trot emporté de nos chevaux ailés. Partout du feu, des flammes, le ciel sanglant était barré par de longues traînées noires semblables à des voiles de veuve. La terre était hérissée de longs bras de fer tendus vers le ciel dans une imprécation suprême. Ses bras jetaient de la fumée ou des flammes ou des feux d'artifice qui retombaient en pluie d'étoiles. Et la voiture nous emportait sur les hauteurs. Le froid glaçait nos membres et le feu exaltait nos cerveaux. C'est alors que mon ami me conta son amour pour les chutes du Niagara. Il en parlait, non pas en amateur, mais en amant. Il aimait y aller seul. Pour moi, il ferait une exception. Il parlait des rapides avec une passion si intense que je me demandais avec inquiétude si cet homme n'était pas fou. Et le trac me prit, car il conduisait la voiture, rasant la crête des coteaux, sautant les tas de pierres. Je le regardais à la dérobée, son visage était calme, mais sa lèvre inférieure avait un léger tremblement que j'avais déjà remarqué chez son frère le sourd. J'étais devenue nerveuse. Ce froid, ce feu, cette course endiablée, ce tapage des enclumes qui sonnaient des carillons funèbres et souterrains, ces coups de sifflet de forge qui semblaient un appel désespéré déchirant la nuit, ces cheminées qui crachaient leur fumée dans un râle perpétuel, et le vent qui venait de se lever, tordant les panaches de fumée en spirale qu'il lançait vers le ciel ou rabattait tout à coup sur nous, toute cette danse échevelée des éléments naturels et combinés me portait sur le système nerveux. Et il était vraiment temps d'arriver à l'hôtel. Je descendis de la voiture et donnai rendez-vous à mon ami à Buffalo. Hélas, le pauvre, je ne devais plus le revoir. Ce jour même, il prit froid et ne put me rejoindre. Et l'année d'après, j'appris qu'il venait d'être écrasé contre les rocs en voulant naviguer au milieu des rapides. Il était mort de sa passion pour sa passion. Les artistes m'attendaient à l'hôtel. Je ne m'étais plus souvenu qu'il y avait répétition pour la princesse George à 4h30. Je remarquai parmi les artistes une figure inconnue. Je m'informai, c'était un dessinateur porteur d'un mot de Jarret. Il demandait à faire quelques croquis de moi. Je le fis installer dans un coin et ne m'en occupai plus. Il fallait se dépêcher de répéter pour se rendre au théâtre assez à temps pour la représentation de Froufrou que nous jouions le soir. La répétition, marmottée, bâclée, s'acheva vite et l'inconnu prit congé, refusant de me faire voir ses croquis qu'il voulait, disait-il, retoucher. Mais quelle ne fut pas ma joie le lendemain lorsque Jarret, furieux, entra chez moi tenant à la main le premier journal de Pittsburgh dans lequel l'inconnu, qui n'était autre qu'un journaliste, racontait tout au long la répétition générale de Froufrou. Et cet aimable imbécile écrivait « Dans la pièce de Froufrou, il y a une scène importante, la scène des 2 sœurs. Mademoiselle Sarah Bernard ne m'a pas étonnée. Quant aux artistes de la compagnie, je les trouve médiocres. Les toilettes ne sont pas belles, et à la scène du bal, personne n'était en frac. » Jarret était fou de fureur. Moi, j'étais folle de joie. Il savait mon horreur des reporters, et il m'en avait introduit un subrepticement
espérant une belle réclame. Et le journaliste avait compris que nous répétions en costume froufrou, alors que nous répétions pour mémoire la princesse George d'Alexandre Dumas. La scène entre la princesse George et la comtesse de Termonde, il l'avait prise pour la scène du 3e acte entre les deux sœurs dans Froufrou. Chacun de nous était encore en costume de voyage et il s'étonnait de ne pas voir les hommes en frac et les femmes en robe de bal. Ah, quelle hilarité dans la compagnie et dans la ville! Et je dois ajouter, quelle source de plaisanterie pour les journaux rivaux. Il me fallut jouer 2 jours à Pittsburgh, puis me rendre à Bradford, puis à Erie, Toronto. Et enfin, le dimanche, nous arrivâmes à Buffalo. J'avais voulu offrir à ma compagnie toute une journée de fête aux chutes, mais Abbey voulait aussi les inviter. Il y eut entre nous une discussion qui faillit tourner mal. Il était autoritaire, moi aussi. Un instant, tous deux, nous préférions ne pas y aller que de céder à l'autre. Mais Jarrett nous fit comprendre que notre autocratie allait priver les artistes d'une jolie fête dont ils avaient entendu parler et dont ils semblaient déjà très heureux. Nous cédâmes, et pour tout arranger, nous fûmes de moitié pour cette joyeuse journée. Les artistes acceptèrent avec une bonne grâce charmante nos invitations et nous prîmes le train pour Buffalo où nous arrivions à 6h10 du matin. Le câble avait marché pour préparer les voitures et le café au lait et surtout pour commander des vivres, car arriver 32 personnes un dimanche dans une ville anglaise sans prévenir à l'avance serait pure folie. Le train était enguirlandé de fleurs. C'était un train spécial allant à toute vitesse sur les voies libres le dimanche. La joie enfantine des jeunes artistes, les racontards de ceux qui avaient déjà vu, la faconde de ceux auxquels on avait dit, etc., les petits bouquets de fleurs distribués aux femmes, les cigarettes et les cigares offerts aux hommes, tout cela donnait de l'humour et chacun et chacune semblait heureux. Les voitures nous prirent à la descente du train pour nous conduire à l'hôtel d'Angleterre resté ouvert à notre intention. Des fleurs partout et des quantités de petites tables sur lesquelles se trouvaient café, chocolat et thé. Chaque table fut immédiatement entourée de convives. J'avais à ma table avec ma sœur, Abbey, Jarrett et les premiers artistes. Le repas fut court et très joyeusement animé. Puis nous nous rendîmes aux chutes. Sur le balcon creusé dans le roc, je restai plus d'1 heure, des larmes plein les yeux, ému jusqu'au tréfonds de moi par la splendeur du spectacle, la beauté des proportions. Un soleil radieux irisait l'air autour de nous. Partout, des arcs-en-ciel illuminaient l'atmosphère de leurs teintes douces et argentées. Des coulées de glace durcie qui pendaient le long des rocs de chaque côté semblaient d'autant d'énormes joyaux. Je quittai ce balcon avec chagrin, et nous descendîmes dans d'étroites cages qui glissaient doucement dans un tube, ménagé dans une fissure de l'énorme rocher. Nous arrivions sous les chutes. Elles sont là, presque au-dessus de nos têtes, nous éclaboussant de gouttelettes bleues, roses, mauves. En face de nous, et nous défendant contre la chute, est un amoncellement de glaçons qui ne forme plus qu'une seule petite montagne. Nous l'escaladons tant bien que mal. Mon lourd manteau de fourrure me fatigue, je l'enlève à moitié route, le laisse glisser sur le flanc de la montagne de glace. Je le retrouvai en bas. Je reste ainsi en robe de drap blanc avec une légère blouse de satin. On se récrie. Abbey tire son paletot et me le jette sur les épaules. Je m'en débarrasse vivement et le paletot d'Abbey va rejoindre en bas ma pelisse de fourrure. La figure du pauvre impresario est désespérée. Comme il a pris pas mal de cocktails, il titube, tombe sur la glace, se relève et retombe. Et le rire gagne tout le monde. Moi, je n'ai pas froid. D'abord, je n'ai jamais froid en plein air, je n'ai froid que dans les maisons si je reste inactive. Nous arrivons au fait de la glace. La chute nous menace réellement, et nous sommes inondés par l'impalpable vapeur qui s'échappe de son tumultueux fracas. Je regarde, attiré, fasciné par le mouvement rapide de cette eau qui semble un large rideau d'argent se déroulant pour s'écraser violemment en une masse rebondissante, éclaboussante, dans un fracas qui ne rappelle aucun bruit déjà entendu. J'ai facilement le vertige, et je sens bien que, si j'eusse été seul en cet endroit, je serais resté à tout jamais les yeux fixés sur la nappe d'eau filant à toute vitesse,
le cerveau bercé par le bruit charmeur, les membres engourdis par le froid sournois et enserrant, il fallut vraiment m'entraîner. Je me ressaisis en me trouvant devant l'obstacle. Nous devions redescendre, et c'était moins facile que pour monter. Je pris la canne d'un de mes compagnons et je m'assis sur la glace. La canne sous mes jarrets, je me laissai ainsi glisser jusqu'en bas. Tout le monde m'imita, et ce fut un spectacle comique que ces 32 personnes descendant à toute vitesse sur leur assise naturelle ce mont de glace. Il y eut quelques culbutes, quelques rencontres, beaucoup de rires, et tout le monde se trouvait un quart d'heure après à l'hôtel où le grand déjeuner avait été préparé. On avait froid, on avait faim, il faisait chaud, et le repas fleurait bon. Le déjeuner fini, le propriétaire de l'hôtel m'invita à entrer dans un petit salon où m'attendait une surprise. Et là je vis, sur une table, abritées sous une longue boîte de verre, les chutes du Niagara en miniature. Les rocs étaient des cailloux, une large glace représentait la nappe d'eau, et du vert filé représentait les chutes. Puis de temps en temps, des petits feuillages d'un vert dur, et debout sur un monticule de glace, ma silhouette. C'était à hurler d'horreur, tellement tout cela était laid. J'esquissai un sourire carré du côté de mon hôtelier pour le féliciter de son bon goût. Mais je restai pétrifié en reconnaissant le domestique des frères, mes amis de Pittsburgh. Il m'envoyait cette monstrueuse caricature de la plus belle chose du monde. Je lus la lettre que me remit le serviteur, elle fit fondre mon dédain. Il s'était donné tant de mal pour faire comprendre ce qu'il voulait, et il se sentait heureux à l'idée de me faire plaisir. Je congédiai le valet en lui remettant une lettre pour ses maîtres. Puis je priai l'hôtelier de m'expédier cela à Paris avec le plus grand soin. J'espérais bien que ça arriverait en miettes. Mais je restai rêveuse. Comment la passion de mon ami pour les chutes pouvait-elle se concilier avec l'idée d'un pareil présent? Et, en admettant que son esprit évocateur ait espéré l'exécution possible de son rêve, comment ne s'est-il pas révolté à la vue de cette grotesque imitation? Comment a-t-il eu le courage de me l'envoyer? Comment donc mon ami aimait-il les chutes? Qu'avait-il compris dans ce merveilleux grandiose? Depuis qu'il est mort, j'ai interrogé 100 fois son souvenir, mais il n'a jamais répondu. Il est mort pour elles, roulées dans leur masse, broyées sous leurs caresses, et je ne peux pas croire qu'il les ait vues belles comme elles sont. Je fus très heureusement appelé pour monter en voiture. Tout le monde installé, on m'attendait. Les chevaux partirent, nous emportant au petit trot fatigué des bêtes de touristes. Arrivés sur la rive canadienne, il nous faut descendre sous terre et nous affubler de vêtements de caoutchouc jaunes ou noirs. Nous ressemblions à des marins courteaux et lourds ayant endossé pour la première fois l'abominable suroît. 2 larges cabanons donnent asile, l'un aux femmes, l'autre aux hommes. Tout le monde se déshabille plus ou moins dans le tohu-bohu, on fait un petit paquet de séardes qu'on remet soigneusement à la gardienne. Le capuchon de caoutchouc serré sous le menton, les cheveux cachés, l'énorme blouse trop large qui vous enveloppe le corps, les pieds dans des bottines fourrées, ayant des semelles éperonnées pour ne pas se casser les jambes et la tête, j'oubliais l'immense culotte en caoutchouc avec le fond à la zouave. Tout cela fait de la femme la plus jolie, la plus svelte, un ours énorme, empêtré et gauche. Un gourdin dans la main avec le bout ferré complète le gracieux ensemble de ce costume. Moi, j'étais plus ridicule que les autres, car je n'avais pas voulu cacher mes cheveux, et j'avais prétentieusement piqué quelques roses sur ma poitrine de caoutchouc, puis j'avais serré les plis de ma blouse sous ma grosse ceinture d'argent. En me voyant, des femmes s'extasièrent. « Oh, qu'elle est jolie comme ça! Il n'y a qu'elle pour avoir du chic, quand même !» Et des hommes baisèrent galamment ma patte d'ours, se courbant bas et disant à mi-voix « Toujours et quand même la reine, la fée, la déesse, la divine, etc., etc. » Et je ronronnais, contente, lorsqu'en passant devant le comptoir de la demoiselle donnant les tickets, je m'aperçus dans la glace, énorme et ridiculisée par la prétention de mes roses épinglées et de mes mèches frisées qui faisaient visière à mon grossier capuchon. Je paraissais plus grosse que tout le monde à cause de ma ceinture d'argent qui cerclait ma taille et relevait les plis durs du caoutchouc autour de mes côtés. Mon faciès maigre était mangé par mes cheveux qu'aplatissait le capuchon.
On ne voyait plus mes yeux, seule ma bouche, au dessin un peu grand, accusait que ce tonneau était un être humain. Furieuse contre ma prétentieuse coquetterie, honteuse de ma faiblesse qui me faisait ronronner aux flatteries basses et mensongères des gens qui se moquaient de moi, je résolus de rester ainsi pour calmer mon orgueil stupide. Il y avait avec nous beaucoup d'étrangers qui se poussaient le coude en me montrant et qui riaient, sous capuchon, de mon stupide accoutrement. C'était bien fait pour moi. Nous descendîmes l'escalier taillé dans le bloc de glace pour arriver sous la chute canadienne. Là, le spectacle le plus étrange, le plus fou. Au-dessus de moi, une immense coupole de glace, surplombant dans le vide, accrochée par un seul côté au flanc du roc. De cette coupole pend par milliers des glaçons aux formes les plus diverses. Des dragons, des flèches, des croix, des masques rieurs ou douloureux, des mains de 6 doigts, des pieds informes, des torses inachevés, de longues chevelures de femmes. Enfin, l'imagination aidant et la fixité du regard entre les cils mi-fermés complètent l'ébauche. L'esprit peut, en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, évoquer toutes les images de la nature ou du rêve, toutes les conceptions folles d'un esprit malade ou les réalités d'un cerveau pondéré. Puis devant nous, des petits clochers de glace. Les uns, fiers et droits, s'élancent vers le ciel, d'autres, ouvragés par le vent, semblent des minarets prêts à recevoir le muezzin. À droite, la cascade tombait aussi brillante que de l'autre côté, mais le soleil commençait son évolution vers le couchant et tout prenait une teinte rosée. Nous étions éclaboussés par l'eau et couverts de petites lames argentées qui pleuvaient sur nous et qui, après une toute petite secousse, se raidissaient sur nos caoutchoucs. C'était un banc de tout petits poissons qu'une mauvaise chance avait poussé dans le courant et qui venaient mourir dans l'éblouissante beauté du soleil couchant. Il y avait de l'autre côté un bloc qui ressemblait à un rhinocéros entrant dans l'eau. « J'adorerais aller là-dessus, m'écriai-je. « Oui, mais c'est impossible, répondit un de mes amis. « Oh, impossible, rien n'est impossible, il faut le risquer, la crevasse à traverser n'a pas 1 mètre. » « Non, mais elle est profonde, répliqua un peintre qui se trouvait avec nous. « Eh bien, mon chien vient de mourir, je vous parie un chien à manchois que j'y vais. » Abbé, cherché en toute hâte, arriva juste à temps pour me voir en l'air. Il s'en fallut d'un fil que je ne roulasse dans la crevasse. Mais, une fois sur le dos du rhinocéros, je ne pus me tenir debout. Il était lisse et transparent comme de la glace fabriquée. Je me mis à cheval sur ce dos et m'appuyai à la petite bosse qui emmanchait sa tête, et je déclarai que si on ne venait pas me chercher, je resterais là, car je n'avais pas le courage de faire un pas sur ce dos glissant. Puis, il me semblait que ça remuait un peu. Enfin, je me montais la tête, le vertige me prenait. J'avais gagné mon chien, mais je n'étais plus excité. J'avais le trac. Tout le monde me regardait, atterré, et augmentait ma peur. Ma sœur était prise d'une crise de nerfs, et ma pauvre chère Guérard poussait des « Ah mon Dieu, ma petite Sarah, ah mon Dieu !» etc., etc., qui fendaient l'âme. Le peintre faisait des croquis. Heureusement que la compagnie était remontée pour arriver à temps au rapide. Abbé me suppliait, le pauvre Jarrette me suppliait, mais non, j'avais le vertige. J'avais le vertige, je ne voulais plus, je ne pouvais plus passer. Alors Angelo sauta la crevasse et, restant au bord, demanda une planche et une hache. « Bravo !» m'écriai-je du haut de mon rhinocéros. « Bravo !» La planche fut apportée, une vieille planche noircie, pourrie, que je regardais d'un mauvais œil. La hachette entama la queue de mon rhinocéros, et une fois creusée, la planche fut assujettie de ce côté par Angelo et tenue par Abbé, Jarrette et Claude de l'autre côté. Je me laissai glisser sur la croupe de mon rhinocéros, et je m'engageai non sans terreur sur la planche pourrie, si étroite que je devais mettre un pied devant l'autre, talon sur pointe. Je rentrai fiévreuse à l'hôtel, où le peintre vint me porter les croquis assez drôles qu'il avait faits. Après une légère collation, je dus repartir par le train qui nous attendait depuis déjà 20 minutes. Tout le monde était installé depuis longtemps. Je partais sans avoir vu les rapides dans lesquels mon pauvre ami de Pittsburgh trouva la mort. Fin de la section 26. Section 27. De Ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public.
Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 38. Notre grand voyage touchait à sa fin. Je dis grand voyage parce que c'était mon premier voyage. Il dura 7 mois. Les autres voyages faits depuis furent toujours de 11 à 16 mois. Nous nous rendîmes de Buffalo à Rochester, Utica, Syracuse, Albany, Troy, Rochester, Providence, Newark, pour faire un petit séjour à Washington, admirable ville, mais qui était alors d'une tristesse névrosante. Ce fut la dernière grande ville que je visitai. Après 2 admirables représentations et un souper à l'ambassade, nous partîmes pour Baltimore, Philadelphie et New York, où devait se terminer notre tournée. Je donnai dans cette ville une grande matinée demandée par les artistes de New York. Le spectacle choisi fut La Princesse George. Oh, la belle, l'inoubliable représentation! Tout était souligné par les artistes. Rien n'échappait à la mentalité spéciale de ce public composé de comédiens, de comédiennes, de peintres et de sculpteurs. À l'issue de la représentation, il me fut remis un peigne d'or portant la date gravée et les noms de la plus grande partie de mon auditoire. Je reçus de Salvini un joli coffret de lapis, et de Mary Anderson, alors dans l'éclatante beauté de ses 19 ans, une petite médaille avec un « Ne m'oubliez pas » en turquoise. Je comptais dans ma loge 130 bouquets. Le soir, nous donnions notre dernière représentation avec la Dame aux camélias. Je dus revenir saluer le public 14 fois. Puis je restai un instant confondu, car dans la tempête des cris et des bravos, j'entendais un cri strident, prononcé par des centaines de bouches, et auquel je ne comprenais rien. Je demandais, après chaque rappel dans la coulisse, l'explication de ce mot qui m'arrivait comme un effroyable éternuement se recommençant sans cesse. Jarrett, survenant, me tira d'embarras. Il demande un speech. Comme je le regardais, ahuri, oui, il demande que vous leur fassiez un petit speech. Ah non, m'écriai-je, en retournant en scène saluer à nouveau. Non. Et dans mon salut au public, je murmurai I can speak, but I can tell you, thank you, with all my heart. Ce fut dans un tonnerre d'applaudissements, soulignés par des hip hip hurrah, vive la France, que je quittai le théâtre. Et le mercredi 4 mai, je m'embarquai sur le même transatlantique, l'Amérique, le vaisseau fantôme auquel mon voyage avait porté bonheur. Mais ce n'était plus le même commandant. Le nouveau se nommait Santelli. Il était aussi petit, aussi blond, que l'autre était grand et brun. Mais il était aussi charmant et causeur délicat. Le commandant Jouclas se brûla la cervelle après une grosse perte au jeu. Ma cabine avait été remise à neuf, et cette fois c'était d'une tenture bleu de ciel qu'on avait recouvert les boiseries. En montant sur le paquebot, je me retournai vers la foule amie et j'envoyai un dernier adieu. On me cria « Au revoir !» Puis je me dirigeai vers ma cabine. À ma porte, debout, dans un élégant costume gris-fer, portant souliers pointus, chapeau à la dernière mode et les mains gantées de peau de chien, se trouvait Henry Smith, le montreur de baleines. Je poussai un rugissement de fauve. Il gardait son sourire joyeux et me remit un écrin que je pris pour le jeter dans la mer à travers mon hublot ouvert. Mais Jarrett arrêta mon bras et s'empara de l'écrin qu'il ouvrit. « C'est magnifique !» s'écria-t-il. Mais j'avais fermé les yeux. Je bouchai mes oreilles et je criai à cet homme « Allez-vous-en, coquin, brute, allez-vous-en! Je souhaite votre mort dans des souffrances atroces. Allez-vous-en !» J'entr'ouvris les yeux à demi, il était parti. Jarrett voulut me parler du présent, je ne voulus rien entendre. « Ah, pour l'amour de Dieu, monsieur Jarrett, laissez-moi tranquille. Et puisque ce bijou est si beau, donnez-le à votre fille, et ne m'en parlez plus. » Ainsi fut fait. J'avais reçu la veille de mon départ d'Amérique une longue dépêche signée Crozos, président de la Société des sauveteurs du Havre, qui me demandait de donner à mon débarquement une représentation pour la famille des sauveteurs. Ce fut avec une indicible joie que j'acceptai. J'allais, en rentrant dans ma patrie aimée, faire le geste qui essuie des larmes. Après le branle-bas du départ, notre navire oscilla doucement et nous quittâmes New York le jeudi 5 mai. Moi qui déteste les voyages en mer, je m'embarquai légère, souriante et pleine de dédain pour le vilain malaise dont elle est cause.
Nous n'avions pas quitté New-York depuis 48 heures que notre navire stoppa. Je bondis de ma couchette et m'enfus sur le pont, craignant un accident du vaisseau fantôme, comme on l'avait surnommé. En face de nous, un navire français hissait, baissait et hissait à nouveau des petits drapeaux. Le commandant, qui faisait répondre aux signaux, me fit appeler près de lui et m'expliqua la manœuvre et l'orthographe de ces signaux. Je ne me souviens de rien, je l'avoue à ma honte. Un canot, mis à l'eau par le bateau d'en face, reçut 2 marins et un jeune homme très pâle, vêtu pauvrement. Notre commandant fit descendre l'escalier, et la barque accostant, le jeune homme monta escorté par les 2 matelots. L'un d'eux remit une lettre à l'officier qui attendait en haut de l'escalier. Il la lut, et regardant le jeune homme, « Suivez-moi » lui dit-il doucement. La barque rejoignit le bateau, les marins montèrent à leur bord, le canot fut hissé, la machine siffla, et il en fut de même pour notre navire. Et après le salut d'usage, les 2 bateaux continuèrent leur route. Le jeune malheureux fut amené près du commandant. Je me retirai et priai le commissaire de venir me raconter la raison de ce débarquement et embarquement. Si la chose n'exigeait pas le secret, ce fut le commandant qui vint lui-même. C'était un pauvre jeune artiste graveur sur bois qui s'était glissé dans un paquebot partant pour New-York, n'ayant pas un sou pour payer son passage, même au prix des émigrants. Il avait espéré passer inaperçu, se cachant sous les ballots de haillons. La maladie l'avait trahi. Grelottant de fièvre, il avait dans son sommeil parlé tout haut, prononcé des paroles incohérentes. Transporté à l'infirmerie, le pauvre artiste avait tout avoué. Le commandant me promit de lui faire accepter ce que je lui envoyais pour payer son voyage en Amérique. L'histoire s'étant répandue, d'autres passagers firent une collecte et le jeune graveur se trouva à la tête de 1200 francs. Il vint 3 jours après m'apporter un petit coffret de bois fabriqué et ciselé par lui. Ce petit coffret est presque plein de pétales de fleurs, car chaque année, le 7 mai, je recevais un petit bouquet accompagné de ces 2 mots, toujours les mêmes, reconnaissance et dévouement. J'effeuillai le bouquet dans le petit coffret. Depuis 7 ans, je n'ai rien reçu. Est-ce l'oubli ou la mort qui a arrêté le joli geste de l'artiste? Je ne sais. Mais la vue de ce coffret me laisse toujours une vague tristesse, car l'oubli et la mort sont les compagnons les plus fidèles de l'être humain. L'oubli s'installe dans notre cerveau, dans notre cœur. La mort est toujours là, nous tendant des embûches, épiant tous nos mouvements, et ricanant joyeusement quand le sommeil ferme nos yeux, car nous lui donnons alors la fiction de ce qu'elle sait bien qui sera un jour la réalité. Le voyage, sauf l'incident raconté plus haut, n'offrit rien de particulier. Je passais toutes mes nuits sur le pont, fixant l'horizon, espérant attirer à moi cette terre sur laquelle se trouvaient les êtres aimés. Je rentrais vers le matin et je dormais tout le jour pour tuer le temps. Les bateaux, à cette époque, ne faisaient pas le trajet avec la même vitesse qu'aujourd'hui. Les heures me semblaient méchamment longues. L'impatience d'arriver me prit si violente que je réclamai le docteur, le priant de me faire dormir 18 heures. Il me fit dormir 12 heures avec une assez forte dose de chloral. Et je me sentis plus forte et plus calme pour affronter le choc du bonheur. Santelli nous avait promis d'arriver le 14 au soir. J'étais prête, et je piaffais frénétiquement depuis 1 heure quand un officier vint me demander si je ne voulais pas aller sur la passerelle près du commandant qui m'attendait. Je me rendis en toute hâte avec ma sœur sur la passerelle, et je compris vite, aux circonlocutions embarrassées de l'aimable Santelli, que nous étions encore trop loin pour espérer rentrer en rade cette nuit-là. Je me mis à sangloter. Je pensais ne plus arriver jamais. Je croyais le gnome triomphant et je pleurais. Le commandant fit de son mieux pour me faire entendre raison. Je descendis de la passerelle, le corps et l'esprit tels des loques mouillées. Je m'étendis sur une longue chaise de paille, et le petit jour me trouva transie et somnolente. Il était 5 heures du matin. Nous étions encore à 20 milles. Cependant le soleil commença à égayer joyeusement les petits nuages blancs, légers comme des flocons de neige. Le souvenir du jeune être aimé me rendit mon courage. Je courus vers ma cabine, je fis une longue toilette pour tuer le temps, et, à 7 heures, je m'informai près du capitaine. « Nous sommes à 12 milles, me dit-il. Dans 2 heures, nous serons à terre.
Vous le jurez? Je le jure. Je retournai sur le pont, et là, appuyé sur le bastingage, je fouillais le lointain. Un petit vapeur se dessine dans l'horizon, je le vois sans le regarder, attendant toujours le cri de là-bas, là-bas. Tout d'un coup, je vois s'agiter sur le petit vapeur des masses de drapeaux blancs. Je prends ma lorgnette et je la lâche dans un cri de joie qui me laisse sans force, sans respiration. Je veux parler, je ne peux pas. Mon visage devient, paraît-il, si blanc qu'il effraie ceux qui m'entourent. Ma sœur Jeanne pleure en agitant ses bras vers le lointain. On veut me faire asseoir, je ne veux pas. Cramponnée au bastingage, je respire les sels qu'on me met sous le nez. Je laisse des mains amies tamponner mes tempes, mais je regarde, là, ce vapeur qui arrive. Là est mon bonheur, ma joie, ma vie, mon tout, plus cher que tout. Le diamant, nom du vapeur, s'approche. Un pont d'amour est jeté du petit au grand navire, pont formé par les battements de nos cœurs, par la charge des baisers gardés depuis tant et tant de jours. Puis la détente se fait dans les larmes quand les chaloupes, abordant enfin les grands navires, permettent aux impatients d'escalader les échelles et de se jeter dans les bras tendus. L'Amérique est envahie. Ils sont là, tous, mes chers et fidèles amis. Ils ont accompagné mon jeune fils, Maurice. Ah! L'heure délicieuse. Les réponses devancent les questions, les rires sont mouillés de larmes, on se presse les mains, on s'embrasse, on recommence, et on n'est jamais las de cette redite de tendresse. Pendant ce temps, notre bateau file. Le diamant a disparu, emportant la poste, mais plus nous avançons, plus la mer se sillonne de petits bateaux pavoisés. Il y en a 100. En voici plus encore. C'est donc jour férié? Demandai-je à Georges Boyer, correspondant du Figaro, et venu avec les amis au-devant de moi. Mais oui, madame, grand jour de fête, aujourd'hui au Havre, car on attend le retour d'une fée qui est partie depuis 7 mois. C'est vraiment pour me fêter que toutes ces jolies barques ont développé leurs ailes et pavoisé leurs mâts. Ah, que je suis heureuse! À ce moment, nous entrons dans la jetée. Il y a là peut-être 20 000 personnes qui poussent un seul cri de « Vive Sarah Bernard !» Je suis confondue. Je ne m'attendais pas à un retour triomphal. Je sais bien que la représentation donnée pour les sauveteurs m'avait gagné les cœurs des Havrais, mais j'apprends que des trains bondés sont venus de Paris pour me saluer au retour. Je me tâte le pouls, je suis bien moi, je ne rêve pas. Le navire s'arrête en face d'une tente de velours rouge et un orchestre invisible joue un air du chalet. Arrêtons-nous ici. Je souris à cette gaminerie bien française. Je descends et je marche au milieu d'une haie de visages souriants, bienveillants, de marins m'offrant des fleurs. Sous la tente, tous les sauveteurs m'attendent, leurs médailles si bien méritées sur leurs larges poitrines. Le président, M. Grossos, m'adresse cette allocution. Madame, comme président, j'ai l'honneur de vous présenter une délégation de la Société des sauveteurs du Havre, qui vient vous souhaiter la bienvenue et vous témoigner toute sa reconnaissance pour la sympathie que vous avez si chaleureusement exprimée par votre dépêche transatlantique. Nous venons aussi pour vous féliciter du succès immense que vous avez obtenu, partout où vous avez passé pendant votre hardi voyage. Vous avez maintenant conquis, dans les 2 mondes, une popularité, une célébrité artistique incontestable. Et votre merveilleux talent, joint au charme de votre personne, a affirmé à l'étranger que la France est toujours le pays de l'art et le berceau de l'élégance et de la beauté. Un écho déjà lointain des paroles prononcées par vous en Danemark, évoquant un souvenir grave et triste, frappe encore nos oreilles. Il répète que votre cœur est aussi français que votre talent, car, au milieu des fiévreux et brûlants succès du théâtre, vous n'avez jamais oublié d'associer votre patriotisme à vos triomphes artistiques. Nos sauveteurs m'ont chargé de vous exprimer leur admiration pour la charmante bienfaitrice dont la main généreuse s'est tendue spontanément vers leur pauvre mais noble société. Ils veulent vous offrir ces fleurs cueillies sur le sol de la patrie, sur la terre de France, où vous en trouverez sous vos pas.
Elles méritent que vous les acceptiez avec faveur, car elles vous sont présentées par les plus braves et les plus loyaux de nos sauveteurs. » Ma réponse fut, dit-on, très éloquente, mais je ne puis affirmer que cette réponse fut réellement faite par moi. Je vivais depuis quelques heures dans une surexcitation d'émotions successives. Je n'avais pris aucune nourriture, aucun sommeil. Mon cœur n'avait cessé de battre une charge émue et joyeuse. Mon cerveau s'était empli de 1000 faits entassés depuis 7 mois et racontés en 2 heures. Et cette réception triomphale, à laquelle j'étais loin de m'attendre, étant donné mon départ si malmené par la presse parisienne et les incidents de mon voyage toujours mal interprétés, volontairement, par quelques journaux français. Toutes ces coïncidences étaient de proportions si différentes qu'elles me semblaient invraisemblables. La représentation donna fructueuse moisson aux sauveteurs. Quant à moi, je jouais la dame aux camélias pour la première fois en France. Le Dieu était venu, et j'affirme que ceux qui ont assisté à cette représentation ont eu la quintessence de ce que mon art personnel peut donner. Je passai la nuit dans ma propriété de Sainte-Adresse, et le lendemain je partais pour Paris. Une ovation des plus flatteuses m'attendait à l'arrivée. Puis, 3 jours après, installé dans mon hôtel de l'avenue de Villiers, je recevais Victorien Sardou pour entendre la lecture de sa magnifique pièce Fedora, le grand artiste, l'admirable acteur, le merveilleux auteur. Il me lut cette pièce tout d'une haleine, jouant tous les rôles, me donnant en 1 seconde la vision de ce que je ferais. « Ah » m'écriai-je après la lecture, « maître chéri, merci pour ce beau rôle, et merci pour la belle leçon que vous venez de me donner. » La nuit me laissa sans sommeil, car je voulais entrevoir dans les ténèbres la petite étoile en laquelle j'avais foi. Je la vis au commencement de l'aube, et je m'endormis, pensant à l'ère nouvelle qu'elle allait éclairer. Mon voyage artistique dura 7 mois, je visitai 50 villes et donnai 156 représentations, ainsi décomptées. La dame aux camélias, 65 représentations, Adrienne le couvreur, 17 représentations, Froufrou, 41 représentations, la princesse George, 3 représentations, Hernani, 14 représentations, l'étrangère, 3 représentations, Phèdre, 6 représentations, le Sphinx, 7 représentations. Le total général des recettes fut de 2 667 600 francs, et la moyenne par représentation de 17 100 francs. J'arrête là le premier volume de mes souvenirs, car c'est vraiment la première étape de ma vie, l'évolution réelle de mon être physique et moral. Je m'étais sauvé de la Comédie Française, sauvé de Paris, de la France, de ma famille, de mes amis. Je pensais faire une chevauchée abracadabrante à travers les monts, les mers, les espaces, et je revenais énamouré d'horizons, mais calmé par la sensation des responsabilités qui avaient pesé pendant 7 mois sur mes épaules. Le terrible Jarret avait dompté ma trop sauvage nature par son implacable et cruelle sagesse et par un appel constant à ma probité. J'avais, dans ces quelques mois, mûri mon cerveau, assagi la rudesse de mes vouloirs. Ma vie, que je croyais d'abord devoir être si courte, me paraissait maintenant devoir être très très longue, et cela me donnait une grande joie malicieuse en pensant à l'infernal déplaisir de mes ennemis. Je résolus de vivre, je résolus d'être la grande artiste que je souhaitais être, et dès ce retour, je me vouai à ma vie. Fin de la section 27. Fin de Ma double vie, mémoire de Sarah Bernard.